Chers amis, chers pilotes, bonjour et bienvenue chez Marseille Parapente, Marseille Parapente Shop pour une nouvelle vidéo apparemment attendue. Pour qui, pourquoi, comment ça vole? La méca vole. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit cours de méca-vol, je dirais pas pour les nuls, nous allons proposer un cours de méca-vol pour les pilotes débutants et ceux qui sont en début de perfectionnement. Nous avons déjà fait un cours du pourquoi ça vole, vous pouvez le retrouver là. Nous allons parler des angles, nous allons parler de la résultante des forces aérodynamiques nouvellement appelée FA et nous allons parler des régimes de vol et des rafales. Alors un parapente, c'est un profil aérodynamique avec un bord d'attaque, un bord de fuite, un extrado et un intrado. Dans un premier temps, en mécanique de vol, nous allons pouvoir positionner tous les angles et toutes les droites qui traversent notre parapente par un point unique que l'on appelle le centre de poussée. Dans un premier temps, nous allons dessiner la corde, autrement appelée le plan de l'aile, est une droite imaginaire qui traverse le profil du parapente, du bord d'attaque au bord de fuite, en passant par le centre de poussée. Nous avons tracé la corde, traçons maintenant la trajectoire. La trajectoire est une droite qui passe également par le centre de poussée et qui est directement opposée au vent relatif. Le vent relatif est le vent que nous ressentons sur notre visage et qui est relatif à notre déplacement. Bien évidemment, un parapente, ça ne marche que si ça a de la vitesse parce que la vitesse, c'est la vie. La dernière droite à tracer sur notre profil, c'est l'horizon, tout simplement. Une fois que nous avons tracé toutes ces droites sur notre profil, nous allons pouvoir en déduire les différents angles. Nous avons l'angle de planée, l'angle d'incidence et l'angle d'assiette. Le plus important est bien évidemment l'angle d'incidence. L'angle d'incidence est l'angle matérialisé entre la corde de l'aile et notre trajectoire. Le parapente est un aéronef à structure souple ou molle. L'angle d'incidence doit toujours être positif. Plus l'angle d'incidence grandit, plus notre situation se rapproche du décrochage, plus notre angle d'incidence rétrécit, plus nous nous rapprochons de la fermeture. Un parapente, c'est comme l'esprit, ça ne marche jamais aussi bien que lorsqu'il est grand ouvert et au-dessus de la tête. Nous avons parlé de l'angle d'incidence par mesure d'importance, nous pouvons parler maintenant de l'angle de planée, qui est l'angle qu'il y a entre l'horizon et notre trajectoire. Plus cet angle est petit, plus notre parapente est performant et plus il ira loin. Vous avez ensuite l'angle qui est certainement le moins important, c'est l'angle d'assiette qui est matérialisé entre l'horizon et la corde de l'aile. Toutes ces droites sont matérialisées. Souvenez-vous, 3 scientifiques célèbres encadrent notre activité. Nous avons Newton pour la gravité, Bernoulli pour la portance et Darwin. Choisissez le vôtre. Évidemment, le parapente est un aéronef qui fonctionne à l'énergie potentielle. C'est le poids qui fait avancer le parapente. Les forces en présence, facile. La portance pour Bernoulli, le poids pour Newton. La portance, elle, s'oppose à la traînée. L'addition vectorielle de la traînée et de la portance s'oppose directement au poids total volant. C'est la résultante des forces aérodynamiques, c'est la fameuse FA. Et bien évidemment, tout cela est facilement démontrable et explicable en air calme et en situation tout à fait douce. Le parapente n'est qu'effet transitoire. La traînée change en fonction de l'opposition qu'on a au vent relatif. La portance, elle, change en fonction de la modification de notre angle d'incidence, donc de la vitesse R de notre aéronef. Et le poids, lui, s'il est censé toujours être le même, change de manière apparente. C'est le poids apparent. Une fois que tout cela est compris et admis, nous allons pouvoir réagir à tous ces paramètres. Regardez sur ce schéma. Nous avons là une polaire des vitesses avec les différentes positions de main en fonction de votre régime de vol. Je vous le rappelle, nous avons vitesse maximum, finesse maximum, taux de chute minimum, vitesse minimum. Permettez-moi de vous renvoyer sur la vidéo des régimes de vol que nous vous avions déjà présenté.
4 régimes de vol, comment réagir en fonction que nous ayons du vent de face ou de dos. Bien évidemment, nous ne parlerons pas de moments transitoires qui sont des gestes réflexes du pilote sur des moments très très courts, mais sur des moments installés de régime de vol, vent de face ou vent de cul. Regardez cette polaire des vitesses. Vous avez l'origine, vous avez les 4 points qui correspondent à la position des mains au régime de vol, et nous avons tiré des droites qui finalement matérialisent l'endroit où vous allez atterrir. Nous parlons là, dans ce cas-là, en situation stabilisée et sans vent. Donc, nous avons ces droites qui nous indiquent l'endroit où nous allons poser. D'accord? Vous remarquerez bien évidemment que la droite qui vient tangenter la polaire des vitesses est celle qui va le plus loin. C'est celle qui représente la finesse maximum. Alors, que passe-t-il et où dois-je mettre mes mains si j'ai du vent qui vient de face ou c'est du vent qui vient de dos? Souvent, les pilotes répondent assez instinctivement que lorsqu'on a du vent qui vient de dos, il suffit de tenir un petit peu sa voile pour aller le plus loin possible. Ils ont raison, mais cela ne peut pas s'expliquer aussi simplement. Ça passe par ce schéma. Nous allons donc modifier le point d'origine de telle sorte à ce que nous ayons 20 km/h de vent de face ou 20 km/h de vent de dos. Regardez. Lorsque je modifie mon point d'origine avec 20 km/h de vent de face, nous remarquons que la solution pour aller le plus loin possible et pour finalement lutter contre le vent de face, c'est de se mettre au bras haut et bien souvent d'accélérer un petit peu. Bien évidemment, cela dépend des parapentes et cela dépend de la polaire des vitesses de chaque profil aérodynamique. Chaque profil aérodynamique a une polaire des vitesses qui lui est propre. Nous vous précisons également que bien souvent dans nos exemples, les polaires des vitesses sont un peu exagérées de telle sorte à vous expliquer et à vous faire comprendre de manière la plus pédagogique possible comment cela fonctionne. Si vous prenez par exemple une voile de course, vous allez avoir une polaire des vitesses toute droite sur laquelle tous les points vont facilement se mélanger. Regardez, comme nous en parlions tout à l'heure, nous reculons maintenant notre point d'origine de 20 km/h, ce qui correspond à un vent qui vient nous pousser de 20 km/h. Et là, vous voyez bien que si je veux aller le plus loin possible avec cette droite, eh bien, il faut que je vienne tenir et ralentir un peu ma voile dans cet air qui va m'amener le plus loin possible. On va mélanger un peu de mécavol avec un petit peu de pilotage et puis également un petit peu de sécurité. On va parler du cône d'autonomie. Le cône d'autonomie est le cône qui est tout autour de vous, qui est matérialisé par votre trajectoire sur un tour complet de 360 degrés et qui matérialise là où vous pouvez vous poser. Alors il est intéressant de parler de ce cône sur 3 aspects différents. Sa forme, eh bien, il est normalement de forme conique et puis vous êtes normalement au sommet de ce cône, sauf qu'évidemment il se déforme et va au plus loin ou moins loin en fonction du vent que vous avez autour de vous. La deuxième chose, c'est que plus vous êtes haut, plus ce cône est large. Donc l'angle ne changera pas. En revanche, plus vous êtes haut, plus vous pourrez aller loin. En termes de sécurité, n'oubliez jamais que si vous pouvez poser partout dans ce cône d'autonomie, en parapente, on ne peut nativement pas se poser sur un endroit que l'on survole. Donc si je suis au-dessus d'un terrain qui se trouve dans mon cône d'autonomie, mais que je suis juste à l'aplomb, je ne pourrai pas m'y poser. On ne survole donc jamais un endroit sur lequel on veut se poser. Nous venons de voir les moments dits stabilisés, les moments transitoires. On peut en parler maintenant en parapente. Tout le monde sait, et tout le monde des fois même redoute que l'on parle des rafales. Combien de rafales? 4 types de rafales. La rafale descendante, la rafale ascendante, la rafale de face, hop, et la rafale de dos. Contrairement aux idées reçues, les rafales de face ne font pas cabrer le parapente et les rafales de cul ne font pas plonger le parapente, c'est exactement l'inverse. Nous allons expliquer schématiquement ces rafales et ensuite vous dire quelle est évidemment la réaction du pilote. La rafale de face, beaucoup de gens disent oh, je prends une rafale de face, mon parapente cabre. Non, pour qu'un parapente cabre sur une rafale de face, il faudrait être accroché au sol, nous serions un cerf-volant. Lorsque nous avons une rafale de face, nous avons une diminution de l'angle d'incidence. Comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, la rafale de face vient diminuer l'angle d'incidence, diminuer la vitesse R,
Donc le parapente va vouloir plonger sur la rafale de cul, c'est la position inverse. Le parapente, lui, va tendance à vouloir cabrer. Vous avez une augmentation de l'angle d'incidence et un ralentissement du vent au niveau des oreilles. Quelle réaction devons-nous avoir? Eh bien c'est très simple. Sur une rafale de face, lorsque le parapente plonge, tac, nous devons le ralentir au moment où cela arrive. Rassurez-vous, c'est relativement rare que ça soit suffisamment perceptible pour les pilotes pour deux raisons. Premièrement, vous n'êtes pas censé voler lorsqu'il y a des rafales. Et deuxièmement, souvent ces rafales se mélangent à la vitesse réelle du parapente dans la masse d'air. Sur la rafale de cul, eh bien, lorsque le parapente a tendance à vouloir cabrer un petit peu, hop, je reviens à relever les mains. Et lorsque l'aile retrouve un angle d'incidence normal, tac, contact. Je reviens en contact de l'aile. Deux nouveaux schémas, les rafales ascendantes que l'on retrouve normalement en entrée de thermique et les rafales descendantes que l'on trouve en sortie de thermique. Sur la rafale ascendante, nous sommes généralement dans une entrée de thermique. La voile se met à cabrer et nous avons transitoirement une augmentation, comme vous le démontre ce petit schéma, de l'angle d'incidence. La réaction du pilote, elle est simple. On se met bras haut, on laisse le parapente revenir au-dessus de la tête et on vient au contact du parapente. J'appelle pas ça une tempo. Attention, petit bémol, petite leçon de pilotage, oubliez ce que vous disent tous les anciens en disant dès que tu sens que ça monte, tu t'accroches pour monter le plus loin possible. Ça ne marche pas comme ça. Lorsque l'on entre dans un thermique, lorsqu'on a une rafale ascendante, on relève les mains, bras haut, la voile elle arrive, contact, et à ce moment-là, on garde ce contact-là et on décide de tourner vers la droite ou vers la gauche ou d'aller toujours de droit si on veut aller un peu plus loin. La rafale descendante, elle est généralement rencontrée en sortie de thermique. Elle est souvent pas matérialisée par du vrai vent qui descend, mais elle naît du différentiel qu'il y a entre l'ascendance dans le thermique et la stagnation de l'air ambiant. Lorsque vous avez un vent de face qui brutalement diminue, eh bien c'est comme si vous aviez un vent de dos qui commençait à vous pousser. Le fait de considérer une rafale descendante en sortie thermique est bien souvent la conséquence immédiate de la sortie du thermique et donc de l'arrêt de la rafale ascendante. Je sors du thermique, tout d'un coup j'ai une diminution de mon angle d'incidence, ma voile veut accélérer, comme nous sommes sur un profil creux, la voile va vouloir accélérer, elle me passe devant, tac, je reviens en contact, je repasse dessous et je laisse voler normalement. Je vous propose de terminer ce cours de mécanique de vol par le gradient dont nous avions gentiment parlé et qui est une diminution du vent au fur et à mesure que l'altitude baisse. Cette diminution de vent tient notamment au coefficient de viscosité dynamique de l'air, l'air qui est un fluide, qui vient frotter contre un solide et qui est ralenti au niveau de ce frottement. D'accord ? Plus on monte dans les couches de la masse d'air, plus le vent est fort, plus on descend, moins le vent est fort. Au ras du sol, c'est d'autant plus vrai qu'il vient frotter contre le sol. Donc, si j'ai 20 km à l'heure de vent de face à 10 mètres du sol, j'aurai plus que 5 km à l'heure de vent à 5 mètres du sol. Cela va modifier mon comportement, bien évidemment, parce que un peu à l'instar de la rafale de cul, puisque j'ai moins de vent de face, eh bien mon angle d'incidence va s'ouvrir, je vais avoir besoin de retrouver de la vitesse pour retrouver mon régime de vol normal. Donc je vais devoir relever les mains pour retrouver ma vitesse et venir retrouver de l'énergie pour poser efficacement. Le gradient de vent est quelque chose qui est toujours présent. Toujours. Il est plus ou moins fort en fonction de la nature de la masse d'air et surtout de la nature du sol. Mais vous devez vous en méfier, c'est un piège aérologique. Le risque du gradient, il est bien logique. Plus vous descendez, moins vous avez d'air face à vous, plus vous ouvrez votre angle d'incidence et plus vous risquez de sortir du domaine de vol par l'arrière. Ça participe en général à un effondrement général, assez rarement, voire même jamais, à un décrochage. Mais on peut poser brutalement, boum, avec le parapente. Donc, lorsque vous avez du gradient, ne venez pas tenir votre aile, laissez-la voler, prenez de la vitesse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, likez, abonnez-vous, partagez-la et surtout, faites-le savoir. Vous pouvez également laisser un commentaire, nous répondrons à tous vos commentaires et n'hésitez pas à nous donner de nouvelles idées de vidéos. Nous vous suivons vos avis tout le temps.